On a connu un Kabila, Joseph, qui était différent de Tshisekedi. Avec Kabila, on blaguait pas. Avec Kabila, c'était le sang, le feu, si vous osez. Comment jugez-vous cette proximité alors que il y a quelques années, il se déchirait? Conglomérat d'opportunistes. Pardon, conglomérat. Écoutez, Madame Bakashika, il faut fusiller les gens. Il faut prendre les gens. Ne pensez-vous pas que c'est une manière de démontrer une sorte de faiblesse de la part du gouvernement? Je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par faiblesse là-dessus. Tout ce que moi je veux, c'est que le gouvernement emploie le mécanisme et tout moyen pour faire observer la paix au niveau de l'Est du pays. Il faut que ça s'arrête. Si Matata estime qu'il est vraiment, écoutez, il n'a rien, il aurait dû ne pas sécher l'audience pour qu'on retienne les défauts. Parce que là, on a retenu les défauts. Il aurait dû ne pas sécher l'audience, présenter ses moyens. Parce qu'il dit qu'il est intègre. Présente tes moyens. Le droit de la défense en RDC est garanti. Quand c'est un opposant, acharnement. Je retourne la situation. Quand un homme du pouvoir est inquiété par la justice et que le pouvoir va intervenir, on dit on va caporaliser la justice, ouais ou faux? Vrai. Mais quand c'est un opposant qui est poursuivi et que le pouvoir va intervenir, on dit décrispation de la zone politique. On est malhonnête. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Puzzle Politique et merci de votre fidélité à notre programme et bienvenue dans ce numéro. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité politique, comme vous le savez, et nous allons recevoir dans ce plateau, nous recevons Maître Jack Kastejamba qui est avocat et cadre du MLC. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci en tout cas pour l'invitation. Vous allez bien? En tout cas, ça va. Je vais dire que personnellement, individuellement, sur le plan sanitaire, ça va. Mais sur le plan moral, il y a encore beaucoup d'inquiétudes parce qu'il y a mes frères et sœurs de l'Est du pays qui sont dans des situations qui ne sont pas très honorables. Et je pense à eux tous les jours et je pense à mon pays tous les jours. Donc, mentalement, il y a encore des choses à régler, mais physiquement, de manière individuelle, ça va. Bon, juste pour savoir, pour la petite question, comment est-ce que vous jugez à ce jour la situation politique en RDC? Je peux dire que la situation politique en RDC n'est pas dans une situation, je vais dire que où il y a une stabilité cartésienne. Non, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qu'il faut retoucher, mais il y a également aussi des progrès dans certains secteurs de la vie nationale ou dans certains champs de la vie nationale. Lorsque je parle de champ, je veux voir beaucoup plus le champ de la démocratie. Par exemple, au niveau de la démocratie, aujourd'hui, nous enregistrons beaucoup d'avancées significatives en termes de liberté d'expression. Il n'y a pas longtemps, des années passées, des régimes passés, où c'était difficile de s'exprimer librement dans ce pays. Mais aujourd'hui, il y a une avancée dans ce sens, où les gens peuvent s'exprimer. On a même constaté aussi, il y a parfois des dérapages. Mais malgré ces dérapages, on ne sent plus trop un État violent, tyran, barbare qui pouvait mater de manière la plus atroce des citoyens, des Congolais qui exprimaient librement leur opinion sur la gestion du pays. Et donc, je peux dire que dans ces champs-là, il y a assez d'avancées significatives, quoique il y a certains secteurs de la vie nationale où il faut réajuster également les tirs. Bon, quand on parle de la situation du pays, on voit en première ligne la guerre à l'est du pays avec l'occupation de Bukavu et de Goma par les rebelles des M23. Hier, nous avons appris dans les antennes, nous avons vu un communiqué conjoint signé gouvernement congolais et les rebelles du M23 qui ont signé un communiqué pour demander à la population de soutenir justement un accord. Bon, on ne connaît pas le contenu de l'accord, mais on nous demande de soutenir cet accord. Qu'est-ce que vous en pensez de ce communiqué? Écoutez, madame, c'est une déclaration qui est tombée hier, que nous avons aussi lue, nous avons eu l'occasion de lire, mais lorsque vous lisez cet accord, entre les lignes, il est clairement dit que parmi les points, d'observer une trêve humanitaire là-dedans. C'est dit, ça ne veut pas dire que le gouvernement a décidé de prendre de son côté les impositions, ou comment les dire, les revendications parfois aux allures belliqueuses de camarades, je vais le dire comment, du groupe AFC M23. Ce n'est pas ce qui est dit, mais on observe. C'est-à-dire, l'observation ici, c'est parce que on veut éviter les pires. Parce que vous savez, Goma, Bukavu, ce sont des villes densément peuplées.
Et en tant que tel, une ville densément peuplée, vous n'allez pas aller vers une folie nucléaire si vous avez la possibilité d'éviter la folie nucléaire pour passer vers des voies autres. Vous savez, j'ai souvent donné cette anecdote. Lorsque, par exemple, vous êtes en face de votre œuf et que votre œuf est et il y a un serpent dessus, genre un boa dessus. Vous n'allez pas venir avec la brutalité, avec un bâton, vous frappez sur les bois, vous risquez de briser l'œuf. Mais qu'est-ce qu'on fait? On utilise parfois une technique qu'on appelle la technique de la fourmi. Vous envoyez suffisamment de fourmis qui vont piquer suffisamment les serpents. À un moment donné, les serpents vont libérer de l'espace, vous allez récupérer votre œuf. Qu'est-ce que ça veut dire? Goma et Bukavu, ça représente l'œuf. Parfois, il y a une possibilité de faire appliquer une diplomatie agissante, de faire appliquer une politique, comment je veux le dire, des implications de tierces personnes qui ont la capacité de faire taire les armes pour permettre à ce que la population respire et avoir une gouvernance de qualité. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez à Goma et à Bukavu, ces deux endroits occupés par les terroristes du M23, c'est la précarité. Alors que le groupe AFC M23 nous ont promis, dans leur motivation, comment les appeler, dans ce qu'ils ont imaginé, ils ont promis les ciels. Mais si vous allez là-bas aujourd'hui, c'est pas le ciel. Vous n'avez qu'à voir aujourd'hui avec les taux d'échange. Vous n'allez qu'à voir avec l'inflation. Parce qu'en fait, ça ne repose sur rien leur économie, enfin leur pouvoir. Les pouvoirs ne reposent sur rien. Tout est centralisé au niveau de la capitale et vous ne pouvez pas actionner une politique en dehors de la capitale sans pour autant passer par une transition. C'est pas possible. Parce que quand j'ai dit transition, je suis en train de voir transition sur le plan institutionnel, mais également sur tous les secteurs de la vie nationale. C'est pas possible. Donc, ils sont en train de faire des bric-au-brac. Et ces bricolages-là, les premiers, les premières personnes qui souffrent de ces bricolages, c'est notre peuple. Voilà pourquoi le gouvernement emploie tous les moyens, c'est-à-dire et les moyens militaires, et les moyens diplomatiques, et les moyens économiques, et tout autre moyen pour permettre à ce que notre peuple respire. Je rappelle à ceux qui nous suivent que la trêve humanitaire, c'est pas pour la première fois. Déjà l'année passée en 2024, au mois de juin, je crois bien, si j'ai bon mémoire, c'est au mois de juin, le gouvernement avait également aussi décrété cette trêve humanitaire avec le groupe AFC M23. Ça avait été le cas. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on vise? Il y a des langues qui disent que ce que nous disons et ce que nous faisons comme affirmation au niveau de la scène tant nationale qu'internationale, ce sont des affabulations, des élucubrations. Nous disons que le M23 AFC est un mouvement rwandais alors qu'il n'y a pas assez d'éléments pour les soutenir. Mais lorsque vous allez dans une trêve humanitaire, vous avez la possibilité d'observer un cantonnement. Et que si, écoutez, nous allons dans la possibilité d'observer un cantonnement, que si on va en cantonnement, nous avons la possibilité d'identifier tous ceux qui se battent aux côtés justement de ce groupe AFC M23, pour démontrer aussi à la face de ceux qui nous suivent au niveau extérieur, qu'écoutez, ce que nous disons ne sont pas des affabulations. Nous ne faisons pas des élucubrations fantaisistes, nous parlons sur base de faits. Ce que nous donnons comme déclaration et repose sur des éléments factuels. Et c'est tout ça qu'on est en train de faire. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui, que le gouvernement, en faisant une déclaration conjointe avec le groupe AFC M23, le gouvernement serait en train de faire... comment je vais dire, un revirement de 300 degrés, comme on dit. Ne pensez-vous pas que c'est un peu une marque de faiblesse de la part du gouvernement d'avoir signé cet accord avec les rebelles du M23, alors que le président de la République, au travers du gouvernement, n'arrêtait pas de crier que le mouvement du M23 n'était pas légal, c'était illégal. Ne pensez-vous pas que c'est une manière de démontrer une sorte de faiblesse de la part du gouvernement? Je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par faiblesse là-dessus. Tout ce que moi je veux, c'est que le gouvernement emploie le mécanisme et tout moyen pour faire observer la paix au niveau de l'Est du pays. Cette paix, vous l'obtiendrez pas seulement de la manière la plus brutale. Il y a des moyens autres aussi qu'on peut employer pour l'obtenir. Ça ne signifie pas non plus que nous sommes en train de retourner la veste. Non, non. Vous savez, il y a parfois les malheurs avec certains de nos compatriotes. C'est qu'on y place parfois assez souvent beaucoup plus de calculs politiciens en lieu plus de calculs républicains. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Il y a des gens qui entretiennent les guerres, entretiennent les conflits pour les positionnements politiques. Mais alors qu'en fait, en homme d'État, on n'entretient pas la guerre. En homme d'État, on apporte la solution à la crise. Et lorsqu'on veut se comporter en homme d'État et en républicain, on voit l'intérêt de la République. Mais est-ce que se battre n'est pas une solution pour remporter la guerre, au fait? Parce que la RDC n'a pas d'armée
Pourquoi toujours passer par les négociations pour mettre fin à une crise? Non, je suis pas d'accord lorsqu'on dit que la RDC n'a pas d'armée. Bon, n'a pas d'armée, n'a pas d'armée. Je dis que n'a pas d'armée. Je suis en train de voir où vous êtes. C'est-à-dire, D'accord. vous êtes en train de dire qu'on n'a pas de capacité nocive. Ouais. On n'a pas de force dissuasive. Parce que sur terrain, il y a ça, il y a ça, il y a ça et là. Je ne suis pas très partisan de ces discours. J'ai comme l'impression qu'on veut inoculer un venin dans les têtes des Congolais pour dire qu'écoutez, nous sommes faibles. C'est un narratif répandu avec et les journalistes, les politiques, mais c'est un laboratoire qui l'a conçu. Vous savez, dans le fond de la communication, parce que dans les guerres, il y a plusieurs fronts, militaires, diplomatiques et communicationnels. Dans le fond de la communication, c'est qu'un étudie l'art de la guerre le savent. Il y a un corollaire qui consiste à peindre l'image de l'ennemi ou à peindre l'image des adversaires. Ces fronts-là, si on l'utilise pour vous inoculer un venin, si vous n'êtes pas prudent, ça va entrer. On va vous faire croire que chez vous, il y a les traîtres. Chez vous, il y a les déloyaux. Tout est par terre. En fait, qu'est-ce que ça sera quoi la conséquence? C'est qu'une fois que vous êtes sur terrain, puisque vous savez qu'entre vous, il y a les traîtres et les déloyaux, personne n'est fait confiance en personne. Et quand personne n'est fait confiance en personne, c'est impossible pour vous d'avoir une action coordonnée dans le contexte où il n'y a pas de confiance. C'est impossible. Et si le roi, en fait, si l'ennemi connaît cela et qu'il inocule ce venin, que ça marche avec vous, en fait, ça fait que vous serez effectivement faible. Mais attendez, détrompez-vous. Je vous donne le cas du Rwanda qui nous agresse. Au Rwanda, ce n'est pas tout le monde qui est loyal à Paul Kagame. Au Rwanda, ce n'est pas tout le monde qui a la force, qui fait confiance à Paul Kagame. Je vais vous donner un cas. Si vous allez au Rwanda, vous posez la question sur la situation d'un certain Deo Mushayidi. Deo Mushayidi a été l'un des alliés de Paul Kagame lors de la prise du pouvoir par le FPR en 1994. Il a été au front avec Paul Kagame. Aujourd'hui, si vous interrogez Deo Mushayidi, il va vous dire comment est-ce que Paul Kagame, c'est parmi les personnes qu'on redoute les plus au Rwanda. C'est une personne qui n'a fait que dénoncer la version Kagame sur les génocides Tutsi au Rwanda, et aujourd'hui, il en paye le prix au point de faire la prison à vie. Deo Mushayidi. Et ce que Deo Mushayidi a dit dans ses articles, dans ses prises de position, a été également collecté par une certaine Carla Del Ponte. Carla Del Ponte a été procureur du TPIR, le tribunal pénal international du Rwanda, qui est installé à Arusha. Les mêmes choses que Deo Mushayidi disait sur la version génocide Tutsi au Rwanda, Carla Del Ponte l'a également dit. Et ça a coûté la vie aussi à Carla Del Ponte. Après, pendant qu'elle se préparait pour faire son deuxième mandat, Paul Kagame lui a dit en face que madame, vous n'êtes pas venue chez moi pour enquêter sur les génocides des Tutsis sur les Hutus. Vous êtes chez moi pour enquêter sur les génocides contre le Tutsi. Une justice à sens unique, celle qu'elle a refusée. Et quand elle l'a refusée, ça lui a coûté son poste. En fait, c'est pour vous dire que même chez Paul Kagame, il y a des personnes qui ne croient pas en Paul Kagame. Et d'ailleurs, sont majoritaires. Mais pourquoi vous ne fait pas croire? Parce qu'on est en train de cacher. Mais on vous fait croire que chez vous, tout le monde, en fait, la majeure partie, c'est des déloyaux. Voilà pourquoi le narratif y passe. Ou dans l'armée, c'est plus des traîtres d'où on ne peut pas se battre. C'est faux. Chez nous, il y a des gens qui sont prêts à mourir pour ce pays, dans nos rangs des FARDC. Il y a des personnes qui ont décidé pour ce pays de payer de leur sang. Il y en a, ça existe. Il n'y en a pas que au niveau du front patriotique, même sur le plan de l'artillerie militaire. Vous avez suivi Corneille Nangaa. Corneille Nangaa vous a dit que lorsque nous sommes arrivés à Goma, ce que nous avons trouvé comme artillerie militaire, c'était catastrophique. C'est parce que l'armée a vraiment pris en fait le temps de s'organiser. L'armée a pris le temps de s'organiser sur 3 phases. Sur la phase opérationnelle, sur la phase administrative et sur la phase de renseignement. L'armée s'est organisée. Le moyen est investi. Évidemment, il y a eu quand même des cas de traîtrise, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est traître. Et ça ne veut pas non plus dire qu'il n'y a plus de réserves. Il n'y a plus de bases arrière. Non. Nous en avons. Les capacités, nous en avons. Mais comment on s'y prend avec une population qui représente l'œuf? C'est tout le dilemme. On s'y prend pas avec la barbarie nucléaire. On peut bien le faire. Mais on y va avec tact. Malheureusement maintenant, c'est que sur les médias comme le vôtre à grande audience, on ne dit pas les stratégies d'opération. On ne les dit pas. Mais au moins, tout ce que moi je peux vous dire, c'est que rien n'est perdu. D'accord. Parlons justement du Rwanda et de son attaque via le M23. Dans ce communiqué, le gouvernement n'a pas nommément cité le Rwanda comme étant supplétif des Rwandais, le M23 supplétif du Rwandais. Pensez-vous que aujourd'hui le gouvernement reconnaît le M23 comme un mouvement congolais? Je ne l'ai pas vu dans ce sens quand j'ai lu le communiqué, parce que autant vous avez dit que le gouvernement n'a pas fait mention des terroristes rwandais, le gouvernement n'a pas non plus fait mention d'un mouvement politico-militaire congolais. J'ai pas vu ça. Ça veut dire que
Je ne voudrais pas, moi, faire un commentaire sur les sexes des anges. Je ne maîtrise pas la formulation. Pourquoi est-ce on a omis cette formulation terroriste rwandais? Parce qu'on l'a toujours dit. Oui. Et ce sont en fait, ce sont des éléments factuels, ce ne sont pas des éléments imaginaires. Je vous donne des cas. Le M23 existe pourquoi? Le M23 existe en revendication des accords signés entre le gouvernement de Joseph Kabila et les CNDP de Laurent Kunda Batoire. C'est ça le M23. Oui. Parce qu'en fait, M23 en tant que mouvement est vide. Ce sont les anciens sociétaires du CNDP qui revendiquent le respect des accords signés entre Kabila et le Kunda Batoire. Le cas de Kunda Batoire. Kunda Batoire, qui était un ancien sociétaire du RCD à l'époque, est venu avec aussi, c'était les mini-fratins FDN. Mais je vous retrace le parcours. Kunda Batoire était sergent au FPR de Paul Kagame. Mais c'est le même Kunda Batoire que Kabila a incorporé dans nos rangs de l'armée régulière en qualité, en fait, avec le grade de général. Il n'y a pas qu'un Kunda Batoire. Il y a eu un certain Jules Moutebouissi. Jules Moutebouissi également était sergent au FPR. Tous les éléments sont documentés. Sergent au FPR de Paul Kagame. Il est devenu colonel ici par Joseph Kabila. Ce sont des chefs comme ça qu'on vous brandisse. Mais ils viennent tout droit de Kigali. Si ce n'est pas de Kigali, c'est des Siangungu. C'est généralement de là qu'ils viennent. On vous retrace les parcours. Alors si déjà Kunda Batoire, ancien sociétaire du CNDP, mouvement rwandais, engendre le Runiga, les Makenga, d'où vient l'idée selon laquelle un mouvement tenu par un Rwandais devienne congolais? Voilà pourquoi je vous ai dit ici qu'il refusait les cantonnements. On vous a dit ici par le gouvernement congolais que nous avons, accepté d'aller vers le processus de Nairobi. Que voulaient les processus? Que veut en fait les processus de Nairobi? Ces processus imposent ce qu'on appelle le PDD-RCS, un programme de démobilisation, de désarmement et de relèvement communautaire pour en fait installer la stabilité au niveau de la zone. Mais ils savent. Pourquoi ils refusent? Parce qu'ils savent que les autres, parce que ce n'est pas le seul mouvement. Le processus de Nairobi ne concerne pas que l'AFC M23, concerne tous les groupes armés, parce que les groupes armés, il y en a beaucoup. Il y en a des centaines à l'est, dans Kivu là-bas, il y en a beaucoup. Codeco, il y en a plusieurs. Et eux, ils veulent pas aller dans ces schémas. Parce que dans ce schéma-là, lorsqu'on parle de ces PDDRs, c'est le cantonnement, c'est l'identification pour organiser justement le relèvement communautaire. Ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est le brassage et le mixage. Or, c'est ces brassages et ces mixages, avec ces facteurs, qu'on ne saura pas développer une armée. Une armée efficace ne se développe pas par les négociations. Mobutu en son temps disait que vous ne pourrez jamais rattraper ou bien récupérer par les négociations ce qu'on vous a arraché par les armes. Ça a été la même chose à Santiti. À Lusaka, en 99, on a prévu à l'époque de Laurent Kabila d'aller vers un dialogue intercongolais. En 2002, quand Kabila Joseph arrive, il a actionné ça avec Santiti jusqu'à ce que ça nous a amené avec l'accord global et inclusif. Vous savez c'était quoi la Libye à l'époque? On nous a dit, écoutez, allons vers les négociations, le temps pour nous de nous réarmer. C'était ça la Libye. C'était en 2002. Nous sommes en 2025, 23 ans après. Vous savez pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce que les mêmes personnes avec qui vous négociez, en espérant vous réarmer, en fait ne vous laissent pas faire. Ce ne sont pas des enfants des cœurs. Ils ne vous laissent pas faire. Ils sont avec vous dans le service. Voilà pourquoi vous avez connu la chute des Goma. La chute des Goma n'est pas arrivée parce que on était faible. Non, parce qu'en fait, c'est les mêmes poisons, les mêmes venins, les mêmes infiltrés, les mêmes fruits de ces mixages, ça veut dire ces mouvements rwandais sur nos forces, qui ont influé. Et voilà, Goma est tombé sans, en fait, Bukavu même est tombé sans combat. Goma, un semblant de résistance, mais en fait, c'était catastrophique de voir les responsables de nos unités agir de connivence avec l'ennemi. Donc, c'est cela qu'on évite. On ne veut pas qu'on reste vers un cycle infernal de traîtrise, un cycle infernal de brassage, un cycle infernal de mixage. Parce que c'était le cas avec le CNDP d'ailleurs. Le brassage passe encore. Vous savez, le mixage est pire que le brassage. Ce qui s'est passé avec le CNDP à l'époque, c'était quoi? Ils ont refusé les brassages parce que le brassage, ça veut dire on vous incorpore dans l'armée régulière, on vous positionne partout. Mais le mixage, c'est quoi? Nous devenons deux forces mixtes dans une seule force. Vous êtes incorporé dans les forces militaires, mais vous continuez de sécuriser les zones pour lesquelles vous avez pris les armes. C'est ce qui s'est passé avec le CNDP. Ils ont dit, niet, nous n'allons pas ailleurs si ce n'est le Kivu. Or, justement, le Kivu, c'est le bastion de tous les enjeux, surtout aujourd'hui, avec la transition énergétique et également avec le développement de la technologie. Parce que c'est où il y a
le plus grand pourcentage de coltan, le plus grand pourcentage de cobalt. Les coltans, c'est 60 à 70% là-bas. Rien qu'à la mine de Roubaix, elle vous produit 15%. Et les coltans, aujourd'hui, avec la transition énergétique, avec les voitures électriques, le poumon, c'est chez nous. Les coltans. Et ils veulent ça. Ils veulent quoi? Ils veulent être là où eux peuvent contrôler les minerais stratégiques avec tout ce que je vous ai démontré ici. C'est pas possible. Il faudrait à un moment donné que ça s'arrête. Mais justement, par rapport à cet accord qui a été signé entre le gouvernement et puis les rebelles du M23, que devrions-nous nous attendre? Parce qu'on sait que Corneille Nangaa et sa bande avaient affirmé que même avec accord ou sans accord, ils ne vont pas quitter les territoires qu'ils ont pris. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre de cet accord? Je vais dire ce que j'avais dit avec les précédents postes, c'est que à un moment donné, les forces qui vous dépassent vont entrer en jeu. C'était la même chose avec Savimbi. Savimbi a pris les armes les années 70. Je crois bien 72 ou 70. Avec son UNITA, il a attaqué le MPLA. En 91, on l'appelle. Viens, on va organiser les élections, tu vas rentrer dans la vie normale. Il arrive aux élections, il perd. En 92, il perd. Il reprend les armes en 96. Il reprend les armes. On l'appelle encore. Viens, alors tu vas même devenir vice-président. Il refuse. Et en 2002, à un moment donné, on a décidé de les neutraliser. Ça veut dire que ça prend un parcours, ça prend un processus. Tout ce que ces gens sont en train de faire, en fait, ils sont pas seulement en train de narguer le Congo, ils narguent les forces. Parce que quand vous lisez la résolution, la dernière résolution du Conseil de sécurité, je crois 2773, je crois que c'est ça, 2773, si vous lisez les termes de cet accord, ça y a 17 points. Mais le deuxième point est clair. Il dit avant toute forme de négociation, ou bien avant toute forme d'arrangement, de compromis, il faut qu'il y ait cessation d'hostilité, retrait des troupes, et puis suppression de toute administration parallèle. C'est un rapport de Conseil de sécurité. C'est pas seulement la RDC. Ça veut dire qu'il y a des États qui ont droit des vétos et qui ont donné leur accord, qui ont donné leur position pour que ce soit ça, une résolution. Attention. On ne peut pas peut-être dire, faire toute la caricature ici, mais ce ne sont pas des enfants qui se réveillent un bon matin et pondent de canulars. Attention, ce ne sont pas des canulars. Donc, ce qui va arriver, si finalement on constate que, malgré toute imposition ou malgré toute fois de négociations, le groupe AFC M23 décide de saper ou de narguer toute une communauté, écoutez, les conséquences seront fâcheuses. Alors que pensez-vous que cet accord, c'est l'ultime moyen pour la RDC de retrouver la paix, ou bien il faudra aussi prendre en compte le dialogue inclusif que proposent les religieux? Bon, écoutez, les dialogues religieux, moi j'ai beaucoup de respect pour les pasteurs catholiques et les pasteurs protestants, mais la grande difficulté avec le schéma du pacte social, à mon sens, se pose à deux niveaux. Au niveau de sa finalité, au niveau de son contenu, d'abord, avant tout, et au niveau de son processus, comment ça évolue. Écoutez, le pacte social pour la paix vise deux éléments principaux. Réconciliation nationale, et puis, ils ont dit réconciliation nationale, et puis aller vers les voies pacifistes, c'est-à-dire la démocratie, les élections et tout le reste. Si vous lisez l'accord global inclusif du 2 avril 2003, c'est le même contenu. La question que je pose, si l'accord global et inclusif de 2003 a géré un plus grand conflit ou une plus grande crise, pourquoi on ne recourt pas vers ce qui a géré une plus grande crise pour régler une petite crise? Parce qu'à l'époque, je souligne, la plus grande crise était le fait qu'il y avait un problème de légitimité. Joseph Kabila n'était pas un président élu. Voilà pourquoi nous sommes allés vers un accord. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous avez un Félix Tshisekedi qui est un président élu, légitime. Parce qu'à l'époque, tous ceux qui ont pris les armes contre Kabila, ils vont vous dire qu'ils l'ont fait parce que Kabila n'était pas légitime. Et vous aurez la difficulté de leur qualifier de rebelles. Parce que la rébellion s'est définie comme un mouvement militaire politique qui s'insurge contre un gouvernement légitime. Kabila n'était pas légitime. Il y a tous ces problèmes. Mais cet accord global inclusif, a réglé un plus grand problème. Pourquoi on ne peut pas recourir vers ça? Parce que dans cet accord, si vous lisez, il était clairement dit que désormais, plus jamais, nous ne prendrons les pouvoirs par des méthodes autres que par les élections. C'est écrit dans cet accord. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Voilà où j'ai dit... Donc vous pensez que cette démarche a été inutile? En fait, on va nous faire stagner
ce que je vais dire. Ou bien on va remettre en cause les 23 ans d'élan démocratique, les 22 ans, parce que de 2003 à 2025, ça fait 22 ans. Qu'avons-nous fait de 25 ans de cet élan? Nous allons décider de bafouer les 22 ans de sacrifices que nous avons consentis. Ça, c'est au niveau du contenu. Au niveau du processus. Madame Bakajika, les prêtres catholiques et les pasteurs catholiques et les pasteurs protestants, lorsqu'ils ont rencontré le chef de l'État leur a clairement dit qu'il voudrait que ça soit consensuel, que ça soit unanime. Nous avons beaucoup de confessions religieuses dans ce pays. Comment expliquer qu'ils vont dans un schéma à deux et les autres, ils mettent des côtés? C'est quoi les dangers aujourd'hui? Les dangers, c'est qu'aujourd'hui, on observe une crise au niveau de nos confessions. Ils sont, je crois, au nombre de 8 ou 9, ceux qui sont reconnus, 8 ou 9. ECC Senko, ça fait 2 confessions. Ça veut dire qu'ils sont minoritaires. Nous sommes en République démocratique du Congo. Et dans une démocratie, la règle d'or, c'est la majorité. C'est la voix de la majorité. Comment expliquez-vous que vous êtes minoritaire? Vous voulez imposer votre vue, votre point de vue à vous seul, à la majorité. Quel est ce schéma? Autre chose. Comment vous expliquez, Madame Bakajika, le pasteur Cholet, ou les pasteurs Kankinza qui est du côté Tandem, Réveil, Kimbangiste et autres, il vous dit sur Top Congo, nous ne sommes pas allés dans le même schéma parce que on nous a dit que tout ce qui était fait était préparé pour celui qui devait venir. Or, nous connaissons les velléités expansionnistes du Rwanda avec leurs supplétifs. On pose la question à Monseigneur Cholet. Monseigneur Cholet dit non, ce qu'il a dit est faux. J'ai pas dit ça d'ailleurs, il n'a pas des niveaux conséquents, voilà. Il a dit tout ce qu'il a dit, il dit, pour preuve, sa preuve à lui, c'est le pasteur Ejiba. On va poser la question à la preuve du pasteur Cholet. Ça veut dire le pasteur Ejiba qui est sa preuve. Le pasteur Ejiba confirme les dires du pasteur Kankinza. Ça veut dire, si aujourd'hui le pasteur Cholet renie sa propre preuve, parce que le pasteur Ejiba en tant qu'individu représente une preuve testimoniale, c'est un témoin. Le témoin vers lequel le pasteur Cholet nous a envoyé, s'il le refute aujourd'hui, ça veut dire tout simplement qu'il y a absence de crédibilité dans le chef de sa personne. Comment pouvez-vous nous envoyer vers une preuve que vous estimez être irréfutable? Pensez-vous que l'Église est instrumentalisée? Les CC et la 5 ans. Je ne sais pas les soutenir avec des éléments factuels, mais ce que je peux dire, c'est que l'Église n'aide pas l'État vers le schéma de la cohésion. Parce qu'avec ce qui est dit par le pasteur Cholet, ça laisse à désirer. Parce que ce sont des révélations graves. Pensez-vous que le financement de tout leur voyage est un élément pour discréditer toutes ces démarches qu'ils ont fait? Selon les dires du monseigneur, je crois, Utembi, comment il s'appelle? C'est lui qui a dit qu'ils étaient même pris en charge par le Rwanda, là. Son nom m'a échappé. Il y a un monseigneur qui l'a dit, hein, ça fait même écho sur les réseaux. Mais selon ses dires, écoutez, comment vous expliquez, vous, Madame Bakajika, que vous êtes agressé par une personne et celui qui dit faut soutenir va être hébergé par la personne qui vous agresse? Vous avez bonne raison, c'est légitime pour vous de vous en méfier. Vous êtes une femme. Je vais un peu dans un cadre vraiment privé, c'est-à-dire nos cadres de nos ménages. Vous avez votre homme avec qui vous vivez, et puis votre homme va vers une femme qui vous veut du mal. Et puis cette femme-là l'héberge, le finance selon les propres dires de votre homme. Comment expliquez-vous que vous serez encore en odeur de sainteté avec cet homme? Il y a un problème. On ne peut pas être dans un état. Je ne sais pas si vous l'imaginez. Essayons de réfléchir. Paul Kagame au Rwanda, il a le FDLR qui, selon lui, sont des mouvements terroristes, selon Paul Kagame. Le FDLR, c'est les Interahamwe, c'est-à-dire les Hutus qui ont été massacrés en 94, qui ont fui vers le Congo et tout le reste. Et puis ils sont restés dans la frontière du Congo, entre le Congo et le Rwanda. Je ne sais pas si vous imaginez un jour un prêtre catholique qui va aller demander à Paul Kagame d'aller discuter, négocier avec le FDLR pour, soi-disant, obtenir la paix au niveau du Rwanda. Je suis sûr que ce prêtre catholique peut-être ne sortira pas vivant. Parce que Paul Kagame est un barbare, Paul Kagame est un sanguinaire, c'est un délinquant politique. Mais chez nous, c'est parce qu'on a un Tshisekedi qui est de bonne éducation, qui n'est pas sanguinaire, qui écoute. Mais justement, on critique la manière de diriger du président. On dit qu'il est beaucoup trop pacifique pour un président de la RDC. C'est entre guillemets pas possible. Écoutez, il y a des choses qui relèvent de la nature d'un homme. Dieu, nous sommes peut-être semblables, dans la mesure où nous sommes tous humains, mais nous sommes différents. Chacun a sa nature. Le président
On l'a observé, il est pacifiste. Ok, c'est sa nature. Mais moi, peut-être, j'agirais autrement. Vous, peut-être, quelqu'un d'autre. On a connu un Mobutu qui était différent de lui. On a connu un Kabila, Joseph, qui était différent de Tshisekedi. Avec Kabila, on blaguait pas. Avec Kabila, c'était le sang, le feu, si vous osez. Il n'y a pas d'opposition, d'idées, non, on vous abat. C'était ça le régime dans lequel nous étions. Et Tshisekedi est différent. Mais je ne pense pas que cette différence est une faiblesse. Non. Parce que Tshisekedi, quand il veut frapper, sanctionner, il le fait sans embâche. Je ne sais pas si vous allez me dire le contraire. Depuis que je suis congolais, je n'ai pas vu, moi, un seul instant, depuis que je suis dans ce pays, sous Kabila, voir les hommes puissants de ce régime être déférés devant le juge. Mais on assiste aussi à beaucoup de grâces présidentielles. Je suis d'accord avec vous, mais comparativement à ce qui avait été pendant Kabila, il n'y a pas de commune mesure. Je vais vous dire. Sous Tshisekedi, les premières personnes à être déférées devant le juge, devant tout le monde, ce sont ses propres... En fait, ça veut dire quoi? C'est soi-disant, entre guillemets, protégés. Vous avez eu pour la première fois dans ce pays tout un directeur de cabinet du président de la République devant le juge. Répondez ces axes. Vous avez eu des conseillers qu'on appelait des conseillers plus forts, conseillers ici, même un conseiller en matière de sécurité. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait ceci, que le président n'a pas de chouchous. Les présidents ne tolèrent pas l'impunité. C'est ce que ça signifie. Pourtant, je vous rappelle, Madame Bakajika, sous Joseph Kabila, 32 millions de la SNEL ont disparu. À l'époque, Bochap est président de l'Assemblée nationale. On nous a dit que les 32 millions, il y avait eu un vent impétueux au ciel, et puis le mouvement a fait que l'argent est tombé dans le fleuve. Personne n'a répondu. Attendez, vous imaginez ce niveau d'impunité qu'il y avait? On ne sanctionnait personne. Mais aujourd'hui, Tshisekedi vous dit, niet. C'est comme pour vous dire que ce n'est pas parce qu'il peut rire. Attention, ne confondez pas la rigueur à la méchanceté. Il y a des gens qui sont méchants de leur nature. Il y a aussi des personnes qui sont rigoureux, mais il peut rire. La rigueur n'exclut pas la bonne éducation. La rigueur n'exclut pas l'élégance. On peut être élégant, poli. Maître Jamba, parlons justement de cette rigueur. On a constaté que, s'il faut faire une petite comparaison, que durant le mandat du président Félix Tshisekedi, il y a beaucoup eu plus des corruptions, il y a beaucoup eu plus de vols, s'il faut le dire, que par rapport au régime précédent, s'il faut le dire. Ne pensez-vous pas que ce régime est un peu trop, il y a beaucoup trop de faiblesse à ce niveau? Madame, je sais pas comment vous l'avez quantifié pour dire beaucoup de vols. Beaucoup, je sais pas quelle est l'étude qui a fait ça. On a vu par rapport à tous les rapports qui ont été publiés. Non, je n'ai pas lu des rapports. Avec l'IGF. Ah oui, ok. Ah, oui. Ça c'est bien. Oui. Vous savez pourquoi est-ce que vous avez beaucoup vu ça? Oui, pourquoi? Parce que justement, les services travaillent pour arrêter l'impunité. Les mal étaient profonds. Je vous ai dit que sous Kabila, c'était le boulevard. Attendez, c'était un boulevard. Comment alliez-vous savoir que les gens pillaient la République? Parce qu'il n'y avait pas de sanctions. Aujourd'hui, si vous arrivez à le savoir, c'est parce qu'il y a maintenant le contrôle. Aujourd'hui, avec l'IGF, il y a une réforme importante qui a été mise en place. Le contrôle, a priori, concomitant et a posteriori, ça n'existait pas. Je vous ai dit que c'était un boulevard. Donc, c'est normal que vous sentiez aujourd'hui, maintenant que on entend affecter. Écoutez, à l'époque, c'était ce qu'on appelle des l'omerta. Ça veut dire, détruisons les tissus dans le silence, pillons le pays. Mais à un moment donné, un monsieur est arrivé et dit, niet, vous allez tous répondre. Vous savez, madame, je vais peut-être vous choquer, vous scandaliser. La corruption n'est pas un fait politique. La corruption est un fait humain. Ça veut dire, la corruption ne finira pas par la politique d'un homme. Jamais, détrompez-vous. Aux États-Unis, il y a des corrupteurs, il y a des corrompus. En Allemagne, partout dans le monde, parce que c'est un fait humain. C'est lié à l'homme. Mais c'est quoi qu'il faut observer? Ce qu'il faut observer, c'est quelle est la capacité de réplique ou la capacité... Quelle est votre capacité à arrêter ces fléaux? Parce que n'importe comment, la corruption ne finira jamais. La corruption, c'est les fruits de Lucifer. Si vous voulez arrêter la corruption, il faut commencer par arrêter Lucifer. Or ça, vous n'arriverez jamais. Mais comment vous arrivez à répondre et à répliquer? Quelle est votre capacité de réplique? C'est ce que Tshisekedi fait. Tshisekedi vous démontre que n'importe comment, on peut-être discuter sur les issues des procès, mais au moins, la dimension dissuasive, elle est là.
Tout le monde aujourd'hui peut réfléchir des fois avant de prendre sur la caisse de l'État. Il sait, l'IGF viendra, la cour, Mais à l'époque, madame, je vous ai dit que c'était l'omerta. Citez-moi un seul homme fort du régime Kabila qui pouvait être inquiété après avoir détourné le million. On vous a parlé ici qu'il y avait des gens qui avaient de l'argent connecté directement, en fait des cartes de crédit connectées à la banque centrale. Ils se partageaient comme ça par mois. Ils pouvaient se partager 50 millions dans des poches. Ça, vous avez lu un rapport. C'était fait sous Tshisekedi. Non. Madame, je vais vous donner un cas, vous allez vérifier. Allez sur l'avenue Frésias. Frésias numéro 124A, je crois bien. C'est-à-dire quand vous entrez sur l'avenue Frésias, la première parcelle à votre gauche, c'est en mur, je crois, jaune ou blanche. Blanc, plutôt. Cette maison, il y avait un sous-directeur qui habitait là-bas. Il a été déguerpi le 19 avril 2006. C'est une maison de l'ONATRA. Cette maison a été prise par un homme puissant du pouvoir. Je ne citerai pas son nom ici. Mais à l'époque, c'était un homme puissant, alors hyper puissant. Il a spolié ça. Les maisons ont été spoliées. Les maisons de l'État et des entreprises de l'État. Spoliées sans procès. Mais aujourd'hui, il y a un ministre de la Justice qui est en train de réattribuer les maisons. Vous avez vu ça? Oui, j'ai vu. Oui. Ça n'avait jamais été le cas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que l'impunité, la corruption, elle est là. Mais quelle est votre capacité d'arrêter ça? C'est à ce niveau-là qu'on va juger le chef. C'est à ce niveau-là qu'on va juger la capacité d'un chef. Ce n'est pas au niveau d'un fait humain. Parce que même si moi j'arrive au pouvoir, même si vous, Madame Bakajika, vous devenez président de la République, il y aura toujours des voleurs. D'accord, parlons justement de régime. On va faire un point sur l'ancien président Joseph Kabila. On a appris il y a quelques jours qu'il serait à Goma. Et puis, le clan Kabila a fait une sortie médiatique pour dire que si le gouvernement a des preuves, qu'il puisse le brandir. Or, il n'y a eu aucune preuve, il n'y a eu aucune photo, aucune déclaration. Est-ce que c'est une faille du service de sécurité ou bien c'est une ruse du clan Kabila? Qu'est-ce que vous en pensez? Madame Bakajika, je vais d'abord poser une question à tous ces gens-là qui nous parlent, qui disent des gens qui n'ont faille tout. Vous savez, quand Kabila est arrivé au pays, parce que moi je vous confirme qu'il est arrivé à Goma, les premières personnes à nous faire la fête, à festoyer surtout sur la toile, ce sont les membres du PPRD. Vous savez ce qu'ils nous ont donné comme argument? Ils nous ont parlé de l'article 30 de la Constitution, qui dit que tout Congolais a le droit de placer sa résidence. Vous voulez quoi? Il est à Goma. Maintenant, Goma n'est plus un État, n'est plus une partie de l'État congolais, donc vous consacrez la balkanisation. Pourquoi est-ce que Kabila à Goma, vous verrez les problèmes? En fait, c'est pas n'importe qui le dit, hein. Barbara Nzimbe. Barbara Nzimbe, c'est la prétendue communicatrice du président Kabila. Prétendue, parce que j'ai jamais vu de nomination, mais il s'appelle comme ça. Il y a eu Kikaya Bin, son conseiller diplomatique, quelque chose comme ça, qui a tweeté là-dessus. Ils ont dit que c'est son droit. Maintenant, comment ces revirements à 300 degrés est arrivé? Ils ont dit ça, non? Comment ils changent aujourd'hui? Non, en fait. Vous savez, madame, je veux dire, hein, quand Kabila est sorti de ces pays, tous ces gens-là ne savaient pas. Mais les services savaient. À un moment donné, il faut qu'on arrive à respecter nos services. Ce sont pas des couillons qui travaillent. Ce sont des hommes respectables. On peut tout reprocher à la RDC. On ne doit pas reprocher à la RDC sa capacité de renseignement. On a évolué. Et donc, madame, il faut dire plus tard, j'ai vu M. Cambert et Ferdinand qui parlaient, ils disaient, écoutez, la Constitution et tout ça, l'article 30, il faut rappeler à tous ces gens que Kabila n'est pas régi par la Constitution. Tous les avocats qui me suivent savent qu'il existe un principe qui dit que la loi spéciale déroge à la loi mère. Dans les cas de Kabila, précisément, Kabila est régi par la loi qui organise les statuts des anciens présidents de la République. Et si vous lisez cette loi, son article 5 est clair, où il est écrit, d'abord Kabila en tant qu'ancien président de la République a 4 devoirs. Les devoirs de réserve, les devoirs de dignité, les devoirs de loyauté et de patriotisme. Et le devoir de loyauté et de patriotisme s'est défini comme suit au niveau de la loi. Qu'il faut que l'ancien président de la République observe une fidélité sans faille envers les institutions de la République. On dit fidélité sans faille. Lorsque Kabila descend à Goma, d'abord, il passe par où? Il passe par Kigali. Kigali, c'est un État agresseur. Ça, c'est de 1. De 2, il passe une frontière. Les terroristes du M23 organisent la frontière. Ça veut dire qu'il a été en connexion et en communication avec les rebelles, avec les terroristes du M23. Ça, c'est des 2. 3. Là où Kabila est arrivé à Goma, qui les sécurise?
Parce que en tant qu'ancien président de la République, Kabila est pris en charge par les institutions de la République. Ça veut dire sa sécurité, sa survie, ses immunités, parce qu'il est sénateur à vie. Ce sont les institutions de la République qui le prennent en charge. Comment expliquer que les lois de la République vous imposent fidélité sans faille et vous allez vers l'État qui agresse les institutions qui vous prennent en charge en tant qu'ancien président de la République? Et je rappelle d'ailleurs que là où Joseph Kabila descend à Goma, une zone occupée et contrôlée par le M23, Madame Bakajika, peut-être que vous avez oublié, le M23 n'ont pas pris les armes contre Tshisekedi. Le M23 existe parce qu'ils ont pris les armes contre Joseph Kabila. Il faut poser la question à Joseph Kabila. Monsieur Kabila, il faut d'abord poser la question à M23. Vous avez pris les armes contre Joseph Kabila. Qu'est-ce qui a passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que, lorsque vous avez pris les armes contre lui en 2012, que 13 ans après, qu'aujourd'hui, qu'il devienne respectueux des accords? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a respecté quel accord? Parce que vous avez pris les armes contre Kabila, pas contre Tshisekedi. Il faut poser la question à Kabila. Monsieur Joseph Kabila, vous nous avez monté en novembre 2012. J'ai pas même la date, hein. En novembre 2012, Kabila fait un discours pour nous dire que nous devons nous lever contre les terroristes du M23. Il nous a dit ça en novembre 2012. Qu'est-ce qui a changé pour qu'aujourd'hui en 2025, Kabila sort vers Jeune Afrique ou je sais pas, ce Jeune Afrique, qui nous disent que le M23 est un groupe ayant des aspirations légitimes. En 13 ans, ils ont basculé des terroristes à un groupe ayant des aspirations légitimes. Moi, je sais ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que désormais, il y a un homme qui ne représente plus leurs intérêts. Un homme qui a décidé de supprimer leurs intérêts. Voilà pourquoi il faut faire bloc nuisible, nocif, pour faire chuter un homme qui a décidé de ne pas voir ses intérêts, mais de voir les intérêts du peuple. Et ça, on n'acceptera pas. Donc, on ne va pas ici faire une diversion. Non, je rappelle, c'est le PPRD qui a festoyé. Je rappelle, quand Kabila est sorti, les services l'ont su, le PPRD ne l'avait pas su. D'ailleurs, il parle même pas avec eux, je vous informe. Kabila ne parle pas avec tous ces gens-là. D'accord, s'il parle pas avec eux, comment jugez-vous la réaction du gouvernement qui a suspendu les activités du PPRD? Parce que en se référant au statut du PPRD, Kabila est président du PPRD. Mais que pensez-vous aussi de la décision du ministre pour la saisie de tous ces biens? Est-ce que c'est légal? D'abord. Sur les ministres de la Justice pour les cas de Kabila, je crois que ce que je sais, c'est que conformément aux règles des procédures civiles, pénales, c'est que la saisie des biens l'œuvre du juge. Ce n'est pas à un ministre à les saisir les biens. J'ai lu le communiqué, je n'ai pas vu que le ministre avait saisi les biens. Non. Il avait ordonné. Voilà. Maintenant, quant à cette possibilité d'ordonner la saisie des biens, je crois que le ministre de la Justice va lui-même vous répondre. Parce que peut-être qu'il a certainement une maîtrise sur ça, qu'il y a des éléments que moi je n'ai pas. Il a un cabinet d'experts en la matière. Il a certainement beaucoup d'éléments détaillés qu'il pourra vous donner. Ce que moi je sais, c'est que il ne peut pas saisir. Et il n'a pas aussi saisi. C'est ce que je sais. Maintenant, quant à l'ordre donné au parquet, je pense qu'il pourra peut-être vous déléguer son porte-parole pour vous expliquer la teneur de cette phrase. J'aimerais avoir votre avis par rapport à la déclaration de monsieur Olivier Kamitatou par rapport au fédéralisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, madame, vous avez raison. Vous savez, hein, c'est ce que je disais. À un moment donné, on veut blaguer avec ce pays. On veut pas prendre le pays au sérieux. Le fédéralisme, Olivier Kamitatou a usé d'un seul droit. C'est consacré au niveau de l'article 22. Le droit de la liberté d'expression et des pensées. Personne ne lui refuse. Vous savez, il a pensé. Mais quand le président Tshisekedi a voulu user du même droit pour dire, écoutez, je vais mettre en place dès l'année prochaine une commission pour réfléchir. On l'a traité de tous les noms d'oiseaux. Mais aujourd'hui, Kamitatou veut user du même droit. Ça veut dire que tout le monde est libre de réfléchir. Mais au moins, pour le cas de notre pays, dans le cas sous examen, le fédéralisme, c'est faire le lit de la balkanisation. C'est clair. Écoutez, dans ce pays, en 1960, avec la loi fondamentale du 19 mai, si vous lisez l'article 160 de cette loi, il est clairement dit que les provinces, à l'époque, avaient des capacités d'avoir des constitutions. Ça veut dire qu'ils détenaient des pouvoirs constituants. Ce qui est un attribut du pouvoir fédéral, en fait, d'un État fédéral. Ça veut dire, en fait, en 60, on était un État fédéral, mais qui n'était pas expressément dit dans le texte constitutionnel. Il y a les doctrinaires qui disent fédéralisme est innommé, libre à eux. Mais c'était ça. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La loi fondamentale a eu lieu le 19 mai. 53 jours après, soit le 11 juillet, Moïse Tshombe a déclaré la République du Katanga, la sécession. 82 jours après,
Albert Kalonji a déclaré aussi la sécession du Kasaï. Ils se sont fondés sur quoi? Sur deux principes qui cimentent justement le fédéralisme. L'autodétermination et l'auto-affirmation. Ce sont les principes du fédéralisme. Parce que dans le fédéralisme, vous avez 6 principes. Il y a l'autonomie, la subsidiarité, la coopération, tout ça. Ils se sont basés sur ça, ça nous a produit justement les sécessions katangaises et kassaïennes, madame. Alors, si l'histoire nous enseigne, si l'histoire dit que l'histoire vous oriente les présents en vue de mieux préparer les futurs, comment l'histoire de ce pays ne devrait-il pas nous enseigner sur le cas des sécessions que nous avons connues grâce au fédéralisme? Ça, c'était un de deux. Dans le rang du parti de Moïse Katumbi, parce que Kamitatou parle, il est porte-parole de Moïse Katumbi. Dans le rang d'Ensemble pour la République, vous avez des gens qui vous ont brandi ici la fameuse histoire des ciseaux, notamment Charles Mondlon-Timba, qui n'est pas n'importe qui. Il est le président du groupe parlementaire d'ensemble au niveau de l'Assemblée nationale. Il vous a parlé du ciseau. Que si vous blaguez, nous allons faire le ciseau Katanga. Comment expliquer dans un contexte où vous avez des gens qui parlent du ciseau et que vous nous amenez vers un fédéralisme? Qu'est-ce que vous pensez faire? Troisièmement, vous avez un État qui est occupé par les terroristes. Vous parlez du fédéralisme. Ils veulent nous faire, en fait, ils veulent qu'on nous amène vers le schéma de ce qui s'est passé en Ukraine avec la Crimée. La Crimée, comme contrée en Ukraine, en vertu du principe de l'autodétermination des peuples, s'est décidé d'appartenir à la Russie. Une balkanisation. On veut nous amener à une balkanisation sous couvert de fédéralisme. D'ailleurs, voici où c'est encore pas cohérent. Olivier Kamitatou, je vous avais dit ici qu'il avait refusé au chef de l'État de réfléchir. Pour quitter du régionalisme inconstitutionnel dans lequel nous sommes, parce que nous sommes dans un régionalisme inconstitutionnel, pour quitter ces statuts d'État régional, pour aller vers le fédéralisme, il faut impérativement une réforme constitutionnelle. Il faut une révision. Mais Olivier Kamitatou nous a dit ceci, que lorsque nous pensions, nous, à l'époque, à la révision constitutionnelle, il nous a dit que nous sommes des irresponsables. Parce qu'il y a des problèmes de gouvernance que nous n'avons pas réglés, notamment l'eau, l'électricité, les logements, tout ce qui va avec. La question qu'il faudra poser à M. Olivier Kamitatou, lorsque aujourd'hui vous parlez de fédéralisme, ça veut dire que vous dites révision constitutionnelle. Est-ce que vous êtes sûr que le gouvernement a réglé les problèmes pour lesquels vous, M. Kamitatou, vous êtes opposé au gouvernement lorsque le gouvernement a pensé à la révision? Ah, ou alors, dites-nous que vous êtes vous-même l'irresponsable que vous avez traité aux autres. Parce que lorsque vous dites qu'eux, ils sont irresponsables en pensant à la réforme pendant qu'il y a des problèmes, mais lorsque vous pensez, vous, à la réforme aussi pendant que les problèmes demeurent, vous êtes aussi l'irresponsable. Mais comment jugez-vous la proximité qu'il y a aujourd'hui entre le clan Katumbi et puis le clan Kabila? On a vu que c'est Olivier Kamitatou qui avait parlé justement du retour de Joseph Kabila. Comment jugez-vous cette proximité alors que il y a quelques années, il se déchirait? Conglomérat d'opportunistes. Pas de conglomérat. Écoutez, Madame Bakajika, le président Moïse Katumbi nous a dit ceci. En 2015, 2016, 2017, il nous a dit ceci, que Kabila était l'incarnation du mal. Oui. C'est très fort. Il nous a dit que Kabila était l'incarnation. Ça veut dire le mal, en fait. Le diable, c'est Kabila. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Il faut poser la question à Katumbi. Kabila nous a dit, selon ses services qui parlent, Kabila aurait dit que Judas, qu'est-ce que j'ai dit? Katumbi était le Judas. Qu'est-ce qui a changé? En fait, ce que moi je sais, l'unité dans les mal ne produit pas des résultats escomptés. Nous l'avons connu dans ce pays. Des gens qui s'unissent pour faire du mal à un homme. Et au moment opportun, lorsqu'ils arrivent à leur chemin, ils sont très déchirés. Vous n'allez pas aller loin. L'AFDL. L'AFDL, c'était qui? Kissa Sengandu, Kabila, Boukera, Ansel Massassou. Ils décident de faire chuter Mobutu, on doit le faire tomber. Mobutu tombe. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Une année après, ils se sont déchirés. Et le Congo est resté dans le même état. Moi, je pense que, madame, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Le Congo est indépendant depuis 1960. Jour pour jour, ça fait 65 ans d'indépendance. On ne développe pas ce pays. Pourquoi? Parce que les gens, nous sommes tous dans les clivages politiques. Nous sommes encore dans les clivages politiques. On est allé voir la cause de la République. Vous trouvez-vous normal? 65 ans après, nous n'avons pas de lignes ferroviaires qui connectent à la République. Les politiciens n'y pensent pas. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit qu'il faut changer la classe politique. Il y a ceux qui ont fait bien. Il y a ceux qui ont fait mal. Mais ceux qui ont fait mal sont nombreux, au point qu'ils ont absorbé ceux qui ont fait le bien. Voilà pourquoi ils doivent aller en retraite. Et ça, vous avez entendu le président Jean-Pierre Bemba l'a dit plus d'une fois dans ses sorties matinées quand il parlait, il a dit, vous devez vous préparer parce que nous allons partir. Jean-Pierre Bemba prépare les gens.
Le président Tshisekedi dit ça, il dit préparez-vous, nous partirons. Mais il y a ceux-là qui pensent qu'ils sont éternels, qui doivent rester là. Vous trouvez-vous normal, madame, que dans un pays comme le nôtre, avec tout ce que nous avons comme ressources en termes d'eau, 65 ans après, nous n'avons pas imaginé dans ce pays à avoir ne serait-ce qu'une politique de transport avec les hydravions? Parce que si les aéroports prennent beaucoup de temps, mais il y a les eaux sur lesquelles les avions peuvent se poser, faciliter le trafic au niveau de l'aéronautique. Mais ça prend du temps. Ce n'est pas en 5 ans. Ce n'est pas en 10 ans. C'est tout un système qui devait être fait depuis des années. Mais même si on veut le commencer, il y a des gens qui estiment que pour leurs intérêts personnels, il faut entretenir la guerre. Maintenant, si je vous dis combien de projets le chef de l'État a commencé, qu'il a financé à ce jour pour développer ces pays, vous aurez des larmes aux yeux. Ce sont les mêmes patriotes, les propres fils de ce pays qui décident de dilapider les fonds, qui décident avec cet argent de soutenir la guerre. On l'a peut-être pris pour un aventurier, pour un distrait, mais il a dit des choses vraies. J'ai cité les Pépé Mbosso. Quand les Pépé Mbosso vous disaient, vous les collègues du Nord qui vous quittez les groupes armés, il parlait pas en l'air. Il avait suffisamment des informations. Il y a des gens qui ont reçu de l'argent. Le chef veut ça. On donne tous les moyens. Et puis après. Et moi je pense, madame, que pour relever ces pays, il faut des solutions et des mesures draconiennes. Par exemple. Drastiques. Ça n'engagera que moi. Il faut fusiller les gens. Il faut prendre les gens. Vous savez, je vais vous donner un cas. Aujourd'hui, vous êtes fiers des Chinois, non? Vous dites que les Chinois travaillent rapidement, non? Allez lire l'histoire des Chinois avec Mao. Mao, arrivé au service. Si vous arrivez au service après 1 minute, on vous coupe les mains. Voilà pourquoi les Chinois aujourd'hui finissent le travail avant même les délais. Ça veut dire quoi? La culture est entrée en eux. Et aujourd'hui, ils sont félicités dans le monde entier en matière commerciale. Ils gagnent tous les marchés. Parce ils ont la célérité dans le travail. C'est passé par quoi? C'est passé par des mesures draconiennes. Et c'est ce qu'il faut dans ce pays. Parce qu'en fait, les Mais l'RDC a rétabli la peine de mort. Bien sûr. Pourquoi il n'y a pas de mise en application? Bien sûr. En fait, je pense pas que si il faut exécuter les gens, il faudrait qu'on en fasse une publicité. Parce que vous savez, au-delà... On était censé quand même voir les personnes qui ont été condamnées à mort, avoir quand même un exemple. Au-delà de la rigueur de la loi, au regard du caractère sévère du droit, le droit éveille aussi sur l'anthropologie. Ça veut dire sur les valeurs morales. Vous savez, il y a des gens qui ne supportent pas de voir le sang. Vous n'allez pas fusiller les gens devant lui. Même si c'est un maladroit comme Barabbas, vous fusillez quelqu'un devant lui, lui il peut se suicider. Il supporte pas. Alors on ne doit pas toujours mettre sous la place publique. Si ça se fait déjà, comment le savoir? Je pense que les services doivent mettre ça en musique. Mais tout ce que moi je sais, c'est qu'il faut alors dans ce pays. Vous trouvez normal, Madame Bakajika, permettez-moi cette parenthèse. Un homme à qui on donne de l'argent pour payer les fonctionnaires, des millions de dollars, il détourne ça. L'argent des militaires, il détourne ça. Voici ce qui va arriver après. Lui, il a pris peut-être 10 millions, 100 millions. Il s'est mis dans la poche. Il s'est construit des trucs. Mais écoutez ce qui arrive. Il y a combien de familles que tu as déstabilisées derrière? Peut-être qu'avec le salaire là qui ne vient pas, il y a déstabilisation parce que la femme n'a pas supporté la carence, elle a quitté le foyer. Et quand cette femme quitte le foyer, les enfants deviennent des chégués. Les filles deviennent des putes. Et ces mêmes chégués-là, demain vont devenir des gangs. Des koulouna, des gangs. Et quand ils deviennent des koulouna et des gangs plus tard, si on lui paye, on les formate un peu avec le chanvre et la drogue, ils deviennent terroristes. Tout ça est parti d'où? Un seul homme a décidé d'assouvir ses propres intérêts. Mais il a mis combien de personnes dans la merde? Il a mis combien de personnes dans le chaos? Vous donnez l'argent à un homme pour rétablir ou bien équiper la santé publique. Il bouffe ça. Pendant ce temps, il n'y a pas d'ambulance. Les gens décèdent. Jusqu'à que pour quitter le coin X pour le coin Y, les gens décèdent. Il y a des coins où nous savons qu'il ne faut que de grands cars pour faire quitter le point X pour un point Y. Mais on donne de l'argent pour ces moyens de ravitaillement. Mais les gens bouffent ça. Vous savez combien de gens décèdent? On donne de l'argent à quelqu'un pour construire les routes. Il bouffe.
ils détournent. Il n'y a pas de route. Mais c'est une opportunité d'appliquer la loi de les tuer, par exemple, c'est comme vous le dites. C'est comme ça que je vous ai dit. Mais il faut le faire Moi, publiquement, je suis par exemple. partant. Publiquement, ça dépend de la politique que les gouvernements décident de mettre en place. Ce que je donne est un avis personnel. Le gouvernement peut décider de mettre sur la place. Mobutu l'a fait. Oui. Mobutu l'a fait. Et ça n'exclut pas si le gouvernement... Moi, je suis partant pour le gouvernement les fasse. Mais écoutez, le gouvernement a sa politique. Nous sommes en démocratie. Je ne peux pas, moi, citoyen lambda, imposer au gouvernement ma vision. Attention, c'est le gouvernement. Moi, j'ai du respect pour les institutions. Moi, je suis pas comme les gens comme les Cambérés. Vous voyez les gens comme des Cambérés. Cambéré demande à un gouvernement ou demande aux institutions officielles de lui livrer les secrets d'État. Vous imaginez comment on veut descendre le pays si bas. Donc, attendez un peu, Madame Bakashika. Tout un gouvernement travaille avec tous les services, avec toutes les informations parfois sensibles de la République. Un individu sera même matin et dit, il faut que le gouvernement donne des éléments. Ah, je vais un peu parler, m'exclamer un peu en langue nationale. Cambéré, Ozanani. Cambéré. Où est Konani? Où est Jonah? Où est Chingani? Tu qui? Donc, le gouvernement s'est réuni pour te donner à toi les éléments. Voyez comment est-ce qu'on n'a pas de respect pour les institutions. Ils livrent ça sur la place publique, quoi. Donc, quand le gouvernement va donner à Cambéré, ça veut dire que c'est sur la place publique. On peut pas, donc, on n'a même pas de respect pour les... Non, moi, je suis pas comme ça, j'ai du respect. Je pense que le gouvernement sait comment il mène sa politique. Et dans ce sens, je peux vous dire que le gouvernement ne badine pas. On peut tout reprocher à Tshisekedi. Mais on ne reprochera jamais à Tshisekedi son combat contre l'impunité. On va faire un petit commentaire à l'espace international. Le président Macron a fait une déclaration hier sur les antennes de TV5 où il parle justement que l'RDC, que les étrangers doivent respecter la souveraineté territoriale de l'RDC. Alors, est-ce que vous pensez que c'est pas un discours très tard, alors que on attendait quand même ce discours bien avant, ou bien c'est juste un opportuniste? Ben écoutez, en politique, c'est pas de relation des cœurs, hein. C'est de relation axée sur les intérêts. Si le président français a décidé seulement de se réveiller aujourd'hui, quoique un réveil tardif, ben écoutez, c'est en fonction de ses intérêts aussi. Il n'est pas naïf. C'est pas un enfant à qui on apprend la politique, non. Il sait ce qu'il fait. Et à mon sens, je pense personnellement que c'était une déclaration, à mon sens personnel, qui est stérile. D'accord. Alors, on va finir avec l'affaire de Matata Pugno, Bouken Alonso. Le ministère public a requis 20 ans d'emprisonnement des travaux publics. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien. Je voudrais vous dire ici que je ne supporterai pas qu'on puisse laisser libre champ à l'impunité. Donc, je suis content. Je suis très content. Vous ne pensez pas que c'est une sorte d'acharnement contre lui, alors qu'il y a quand même, entre nous, on sait qu'il y a quand même beaucoup plus de personnes qui ont détourné de l'argent, mais pourquoi cet acharnement contre Matata Pugno? Pourquoi la justice doit toujours inquiéter tout le monde au même moment que Matata? C'est écrit où? Écoutez, Madame Bakashika, on chante ça trop. Acharnement, 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 acharnement. Je vous donne les faits. Matata nous a dit ceci. Non, on veut m'écarter de la course présidentielle. Moi, je suis présidentiable. Voilà, la course. Oh tiens, ok. C'est ça les narratifs. On suspend les poursuites contre Matata. Vous savez ce qui s'est passé? Matata n'a pas été candidat président de la République. Mais il disait qu'on le pourchassait pour l'empêcher d'être candidat. On l'a dit, va déposer ta candidature. Matata n'a pas été candidat. Il a soutenu la personne que vous connaissez. Donc, on se moque de qui? Matata toujours. On dit, voilà, écoutez, j'ai entendu ces avocats qui le conseillent mal. J'ai du respect pour les confrères avocats. D'ailleurs, il y a un professeur dedans. Un professeur qui a enseigné mes professeurs. Le professeur Niabirongo, beaucoup de respect pour lui. Mais je suis très désolé de voir la position que le prof prend. Écoutez, Madame Bakashika, on dit, écoutez, il faut lever les immunités. On a même voulu emballer les présidents de l'Assemblée nationale. Voici ce qu'il faut dire aux avocats de Matata. Matata n'est pas devant le parquet. Matata est devant le juge. Les juges ne lèvent pas les immunités. Demander la levée des immunités, c'est l'œuvre du parquet. Ce n'est pas l'œuvre du tribunal. Parce que il y avait déjà une action publique qui a été ouverte à charge de Matata.
Et là-dedans, il y a une demande d'élever des immunités qui avait été amorcée par un procureur. Et on a obtenu ça. Ça a été autorisé. L'affaire n'a pas changé. C'est la même affaire. Depuis quand on lève 2 fois les immunités dans une même affaire? Ça, c'est de 1. De 2. S'il faut finalement qu'on lève ces immunités-là, comment on va le faire? Parce que c'est lui qui doit demander, solliciter, c'est les procureurs. Or, pendant que je vous parle, Madame Bakajika, les procureurs n'ont pas le contrôle sur les dossiers parce que il a déjà saisi les juges. Il a saisi les juges par ce qu'on appelle une requête aux fins de fixation d'audience. Donc, l'affaire est portée devant le juge. Les procureurs s'est dessaisis. Pendant que je vous parle, le procureur devient partie au procès. Il est partie principale pour soutenir son action devant les juges. Bon, par quel mécanisme le procureur va les demander la levée des immunités? Par quel mécanisme? Ça, c'est de 2. De 3. Il faut que le Congolais comprenne ceci. On n'élève pas les immunités d'un prévenu. Non. On lève les immunités d'un inculpé. Ça veut dire ceci. C'est lorsque nous sommes dans la phase du parquet. La personne poursuivie est un inculpé. Oui, là, on sollicite la levée. Mais une fois qu'on est devant le tribunal, on devient prévenu, on change de statut. Et les immunités, on ne lève pas d'un prévenu. La seule exception où on peut lever les immunités d'un prévenu, c'est en cas de flagrance. Parce que lorsqu'il y a une infraction flagrante, on régularise après avec la procédure mentale devant les juges directement. Là, c'est un cas de flagrance. C'est ce qui s'est passé avec le cas de Franck Diongo. Franck Diongo aujourd'hui qui insulte Tshisekedi. Franck Diongo, j'ai vu pour la première fois depuis que moi je suis né, un homme être jugé en étant alité, ensanglanté, je me suis rappelé de Guantanamo en fait quand j'ai vu ça. Mais c'est Franck Diongo aujourd'hui qui dit que Tshisekedi est pire que Kabila. Pendant ce temps, c'est Tshisekedi qui a décidé librement par grâce présidentielle. Ça veut dire, comme les religieux disent, faveur imméritée. Il n'a rien mérité. Tshisekedi a décidé qu'il soit dehors. Mais Tshisekedi qui est pire que celui qui l'a jugé dans des conditions, que c'est lui sous le pouvoir duquel il a été jugé dans des conditions inhumaines. Vous voyez comment est-ce que c'est une cabale? Non, madame, il faut qu'on arrête ça. Matata ne peut pas commencer à tous les jours. Moi, j'étais content qu'elle ait dit qu'il quittait Conakry pour arriver ici. Moi, j'ai dit, voilà un homme intègre. Mais pourquoi on veut se cacher derrière des subterfuges qui nous tiennent même pas la roue? Les présidents de la Cour constitutionnelle, les juges Kamouleta, n'était même pas, n'allez pas aller au point de vous administrer des leçons élémentaires en vous faisant lire l'article 151 de la Constitution. C'est clairement dit. Aucune loi ne peut intervenir pour sauver la peau d'un homme. C'est écrit. C'est-à-dire, une affaire en cours, aucune loi ne peut intervenir pour orienter l'affaire en cours. C'est interdit dans la Constitution. C'est interdit. Alors, imaginez un peu Madame Bakajika. Quand on dit aucune loi, ça veut dire loi dans son sens large. Ça veut dire loi, décret, arrêté, ordonnance, décision, rien. Et ça ne s'arrête pas là. La Constitution, toujours dans les mêmes articles, elle vous dit que le juge, dans l'exercice de ses fonctions, n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. Ça veut dire même le président de la République ne peut pas donner d'injonction à Kamouleta pendant qu'il est en train de faire son travail. Même le chef de l'État. Comment voulez-vous qu'on puisse bafouer tout ce qu'on a fait? Ils le savent, les avocats des Matata. Ils savent qu'en droit public, il y a un principe. Le principe, c'est que les compétences sont d'attribution. Si les juges doivent demander les immunités de M. Matata à l'Assemblée nationale, quel est le texte qui lui donne la compétence de le faire? Parce qu'un juge ne peut pas demander la levée des immunités. Nous sommes en droit public. Quelle est la compétence? Quel est le texte? Il tire la compétence d'où de saisir l'Assemblée nationale. Si on est d'accord que lui ne peut pas saisir, donc c'est le parquet. Ok. Quel est le texte qui permet au parquet de ravir à la cour un dossier pour le ramener? Ça veut dire faire quitter l'affaire dans l'instruction juridictionnelle où ils sont pour le ramener vers l'instruction juridictionnelle afin de solliciter la levée des immunités. Quelle est cette procédure? Pendant que les avocats de Matata savent que la procédure est d'ordre public. Ça veut dire repose et répond au principe des droits publics. En fait, vous voyez comment est-ce qu'on veut... Moi, je suis triste parce qu'on conseille mal les prévenus Matata. Il est mal conseillé. Si moi j'étais son avocat, je leur ai demandé d'aller dans le fond et de démontrer noir et sur blanc son innocence. En fait, il en serait ressorti gaillardi, gaillard, avec beaucoup de respect. Mais c'est qu'il fait là. Parce qu'en fait, on ne défie pas un État. On défie pas. Le procureur a requis dans son réquisitoire 20 ans. Le juge n'a encore rien dit. D'ailleurs, le juge n'est pas lié au procureur.
Les procureurs, je vous dis que c'est un parti au procès. Vous savez pourquoi les juges commencent son action avec l'instruction? Parce que le juge s'est dit, c'est vrai que le procureur m'a saisi avec une requête, il a tout mis. Mais moi-même, je dois écouter pour comprendre. On ne commence pas directement avec la plaidoirie. Non, 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 non. Ça veut dire quoi? Il écoute, il pose des questions, mais ça c'était quoi? Ça c'était quoi? Dis-moi un peu, ça c'était quoi? Ça c'était quoi? On dit ça, qu'est-ce que tu en penses? Il veut faire ce qu'on appelle éclairer la religion du tribunal, ou du juge, ou de la composition. Et une fois qu'il a sa religion éclairée, maintenant il vous autorise et dit, passez à la plaidoirie. Ce n'est pas en vain qu'on les fait. Maintenant, quelle est cette manière de faire où on a déjà tendance à orienter l'opinion sur ce qui doit être la décision de la Cour? Non, 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 non. Non, 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 non. Il faut qu'on arrête avec ça. Avant, c'était les débats sur la compétence, la compétence, la compétence. Mais ça a été clarifié, madame. Nous tous, on était sur un débat de vide. Mais dès lors qu'il y a un arrêt de la Cour qui interprète l'article 164, donc conférant ainsi la compétence à la Cour, qu'est-ce qui se passe encore? Parce que, madame, ce que je veux que les gens comprennent, l'affaire qui avait été portée devant le juge Kalouba, c'était une affaire en contentieux constitutionnel. Mais l'affaire qui a été portée pour la deuxième fois ici n'a pas été statuée par les juges de contentieux. Maintenant, Kalouba est juge, qu'est-ce que j'ai dit? Kamoulet est juge de contentieux. Mais avant ça, l'affaire a été portée devant un juge d'interprétation. Ce n'est pas un juge de contentieux. On a saisi un juge d'interprétation pour interpréter l'article 164. Lui, il ne fait qu'interpréter. Et maintenant, le juge de contentieux est saisi sur base d'un arrêt rendu en interprétation qui lui confère la compétence de juger. Comment on peut continuer encore sur un tel débat? Je vous donne un cas. Un cas qu'un confrère m'a donné ce matin. Vous êtes mineur. Vous commettez un fait infractionnel. On vous amène devant le juge pour enfants, non? Vous avez 17 ans quand vous commettez les faits. Pendant que vous êtes devant le juge d'enfants, 2 jours après, vous totalisez 18 ans. On vous change de juge? Non. Parce que les faits se sont cristallisés lorsque vous aviez la qualité des mineurs. C'est ce qui s'est passé avec Matata. Lorsque les faits ont eu lieu, il était qui? Il était Premier ministre. C'est ce qui se passe. Non, comment expliquer que les gens puissent commencer à faire du tambour là-dessus? C'est aussi clair. Il y a un arrêt. Un arrêt qui a donné la position du droit constitutionnel en la matière. Non, il faut que ça s'arrête. Si Matata estime qu'il est vraiment, écoutez, il n'a rien, il aurait dû ne pas sécher l'audience pour qu'on retienne les défauts. Parce que là, on a retenu les défauts. Il aurait dû ne pas sécher l'audience, présenter ses moyens. Parce qu'il dit qu'il est intègre. Présente tes moyens. Le droit de la défense en RDC est garanti. Il présente les moyens, et puis voilà. Sinon, si on continue avec cette façon de faire, ça ne va pas nous aider. Et même ce qui m'écoeure, madame Bakajika, vous trouvez normal. J'ai parlé des clivages politiques, mais apparemment, ça continue même dans le champ judiciaire. Enfin, on veut mettre ça dans le champ judiciaire. Toutes les fois où un homme du pouvoir est inquiété par la justice, on n'a jamais dit acharnement. Jamais. Quand c'est un opposant, acharnement. Je retourne la situation. Quand un homme du pouvoir est inquiété par la justice et que le pouvoir va intervenir, on dit on veut caporaliser la justice, ouais ou faux? Vrai. Mais quand c'est un opposant qui est poursuivi et que le pouvoir va intervenir, on dit décrispation de la zone politique. On est malhonnête. C'est malhonnête. Jusqu'à quand on va commencer à inféoder, à vouloir donner la ligne de conduite au pouvoir judiciaire? Nous avons dit dans notre constitution, au niveau de l'article 149, que le pouvoir judiciaire est indépendant et de l'exécutif et du législatif. Pourquoi on ne veut pas respecter cette indépendance? Ou on veut toujours orienter les juges? Pourquoi? Non, c'est irrationnel. Laissons les juges faire leur travail. Maître Djamba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, madame. C'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et un nouveau sujet. Au revoir et bonne soirée.